responsabilité. Oui, alors effectivement, j'ai un peu le sentiment que tout est dit au bout de ce parcours. Et c'était très, très complet et très riche, du travail jusqu'à l'accompagnement. Sur quoi je voudrais partager avec vous se porte plutôt sur les questions liées à la mise en œuvre de ce qu'on vient d'évoquer et les questions qu'on rencontre effectivement dans les organisations, dans les entreprises. Donc je vous proposerai volontairement de façon très concise, pour qu'on ait un peu de temps pour pouvoir peut-être en discuter, 5 propositions qui peut-être pour certaines d'entre elles sont un peu provocantes, mais qui se fondent, et je tenais à vous le dire aussi, sur quoi effectivement on se fonde pour le dire, bien sur notre pratique professionnelle. Tout au long de l'année, je dirige aussi au sein d'entreprises et personnels un cabinet qui s'appelle DSCO, qui est amené à travailler pour les CHSCT. Donc il est clair qu'on réalise tout au long de l'année des centaines d'entretiens avec des salariés, que ce soit à ce titre-là, au titre de l'accompagnement de transformation d'organisation dans des demandes conjointes ou au titre de la régulation sociale. Et donc c'est un peu l'écho de ces propos que je vais partager avec vous de façon très, très succincte, réintroduire un peu l'écho de ce que disent les salariés, de ces dispositifs dans ces débats. L'autre point aussi que je voulais préciser, c'est que j'ai été amené au sein de l'entreprise, dans un grand groupe, l'industrie pharmaceutique et de la chimie, à être le responsable d'un département, d'une direction, qu'importe le nom, du développement professionnel. Donc j'ai aussi été amené à négocier des accords avec les partenaires sociaux sur ces sujets, et on pourra échanger un peu aussi sur cette expérience. Donc je vous dis ça parce que ça donne un peu le ton de ce que je peux vous dire sur ce sujet, de façon un peu décalée par rapport aux interventions précédentes. Alors le premier point que je voulais partager avec vous, et qui en fait fait que reprendre ce que Daniel évoquait tout à l'heure, c'est tout sauf récent, quoi, cette question de l'appui aux salariés. En tout cas pour quelqu'un de ma génération, je dirais dans le début des années 80, je dirais l'essentiel des notions et des concepts étaient déjà posés. Il y a quelques visages qui me regardent au fond. Je voudrais juste rappeler que c'est dans ces années-là, et ici en particulier, dans le cadre de la célébration de l'histoire de cette revue, qu'ont été élaborés, pensés et d'une certaine manière complètement formalisés les concepts de la GPEC. Je pense ici avec émotion à Dominique Thierry, que certains d'entre vous ont dû croiser. Xavier pourrait en témoigner. Et c'est important de le rappeler parce que finalement, on se retrouve 25 ans après, au moins, avec les mêmes interrogations, les mêmes questions, et donc comme si finalement l'évaluation de ces pratiques, de ces outils, de ces démarches n'avait jamais été faite. Ce qui pose la question, à mon sens, aussi, de la réalité de leur mise en œuvre dans beaucoup d'entreprises. Alors, je précise aussi que je parle plutôt, c'est mon univers de référence, des grandes entreprises. Bien sûr, le monde de la PME est un monde complètement différent de celui dont je parle là. Donc, effectivement, ces questions ne sont pas nouvelles. Les questions de l'employabilité ne sont pas nouvelles non plus. Les questions de l'individualisation de la formation ne sont pas des questions nouvelles non plus. Dès les années 90, on trouve des expériences plus que des expériences, des réalisations fort passionnantes, où justement on arrive à concilier le parcours individuel à l'intérieur d'un projet collectif. Je rappelle par exemple, ça a été développé par les acteurs proches de cette organisation, ce que fut les démarches d'évaluation formative en matière de qualification et de préparation à des diplômes de salariés non qualifiés que dans mon univers professionnel on a beaucoup développé. On pouvait avoir à la fois un projet collectif et à l'intérieur de ce projet un parcours formatif différent d'un salarié à l'autre. Donc voilà, on a parfois l'impression de redécouvrir en moins bien des choses qu'on pouvait maîtriser autour des années 80, au début des années 90. Le deuxième constat que je voudrais partager avec vous, et vous verrez pourquoi je vous ai fait ce petit rappel, le deuxième constat, c'est que 25 ans après, est-ce qu'on a des outils bien nouveaux? Non. Je crois que le constat qu'on est amené à faire dans beaucoup d'organisations dans lesquelles on intervient, c'est que la boîte à outils, elle est pleine. On n'a jamais eu autant d'outils. On a envie de dire arrêtez, quoi, hein. Et les salariés, d'ailleurs, en parlent ainsi. N'en jetez plus des outils.
les managers sont saturés d'outils, les fonctions RH passent leur temps à gérer des process et à rendre compte de l'utilisation de ces process. Ils sont très rarement en relation avec les salariés, mais beaucoup plus avec leurs process, très rarement encore, pratiquement jamais en relation avec les réalités du travail, comme on l'évoquait, c'est-à-dire la présence sur le terrain, la présence sur les dossiers concrets d'organisation, la présence sur les chantiers, etc. On a une organisation qui gère des process et pas finalement, je dirais, les éléments pour lesquels elle a été mise en place. On reviendra dans un instant pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors tout ça, d'ailleurs, a été longuement négocié dans des accords collectifs, 50, 60 pages, plus les annexes, où tout a été pesé, où on décrit par le menu la manière de procéder à un entretien individuel. Moi, je me souviens avoir discuté des heures et des heures sur la question, faut-il que l'entretien... Daniel, vous l'évoquiez, soit signé, par qui, comment, et à qui va-t-il, et quelles sont les conséquences du fait de ne pas l'avoir signé, etc. Vous croyez bien que dans toutes ces discussions, finalement, les enjeux propres et concrets des salariés étaient finalement involontairement, hein, ce n'était pas l'objet des acteurs, mais je dirais réellement non traités. Hein. Donc, on perd beaucoup de temps, je dirais, autour de ces outils et les bilans de leur efficacité sont très rarement faits. Alors je peux les rappeler, les outils, hein, préparer la liste, hein, mais bon, je ne le ferai peut-être pas ce soir, mais chacun mériterait un long commentaire. La bourse de l'emploi, par exemple, voilà, quelque chose inventé dans les années 80, Xavier Soury. Moi, franchement, dans les 3 ou 4 dernières années, à travers les entretiens que j'ai faits, je n'ai jamais vu un salarié trouver un emploi par le biais de la bourse de l'emploi. À chaque fois, on entend la même chose. Et au début des années 80, on entendait déjà le constat que les emplois qui sont à la bourse de l'emploi sont des emplois qui ont été mis par le management ou la fonction RH pour régulariser la mutation d'un salarié qui a déjà, de toute façon, été retenu pour cet emploi. Donc 25 ans après, 30 ans après, on est toujours sur les mêmes difficultés concrètes opérationnelles. Et donc la crédibilité de ces outils, elle est extrêmement faible. Alors je suis désolé de le dire de façon un peu brutale, mais je le dis peut-être de façon un peu provocante, un petit peu en fin de séminaire, peut-être pour qu'on puisse avoir quelques échanges entre nous sur le sujet. Le troisième constat que je voulais faire avec vous, partager avec vous, c'est justement qu'en pensent les salariés. Je l'ai déjà évoqué. Le moins qu'on puisse dire, là, je sors d'entretien ces derniers jours, c'est que le scepticisme, pour ne pas employer un euphémisme, hein, le doute en tout cas sur l'utilité de ces outils est très fort chez les salariés de base. Ils n'ont pas besoin de ça pour réfléchir aujourd'hui sur leur parcours. Peut-être pas tous, je pense peut-être plus à des salariés mieux armés, hein, peut-être pour faire face à l'évolution de leur situation professionnelle que d'autres. Mais les constats qu'on entend dans leur bouche, c'est parfois c'est sympathique hein, d'aller rencontrer un conseiller carrière, conseiller d'évaluation. On a eu comme ça un temps d'écoute. Bon, ça nous a aidé à prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on a envie de faire, à mesurer les limites. Mais globalement, les conséquences concrètes de cet entretien sur la définition opérationnelle d'un parcours qui va se mettre en œuvre dans un agenda précis, il faut quand même rencontrer beaucoup de salariés pour trouver des exemples concrets de la traduction opérationnelle de ces entretiens. Donc un grand scepticisme et je dirais peu de résultats du point de vue des salariés. En tout cas, c'est ce qu'on entend hein, et ce n'est pas nouveau là non plus. Alors, il va falloir s'interroger effectivement sur les raisons qui font que c'est ainsi. Mais globalement aussi de ces entretiens, que disent les salariés? Ce qui est frappant aujourd'hui, en particulier pour les jeunes salariés, c'est le réalisme très fort qu'ils ont sur le marché du travail interne, les règles du jeu, la façon dont ça se passe vraiment dans la vraie vie, au-delà de ce qu'en disent les procédures RH, etc. Ils sont très conscients de tout ça. Ils sont très conscients du marché du travail, ils sont très conscients du marché du travail qui les concerne dans leur identité professionnelle, dans leur métier à eux. Qu'est-ce qu'ils demandent à l'entreprise? C'est pas de... Voilà, les aiguiller, ça, beaucoup d'entre eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais c'est de les aider à se renforcer dans l'identité professionnelle qu'ils se sont choisis.
je suis comptable, voilà. Est-ce que j'ai l'occasion de travailler sur le projet SAP qui me concerne? D'autres collègues y sont. Moi, je n'y suis pas. C'est profondément inéquitable du point de vue de la préparation de mon futur professionnel, puisque je ne pourrais pas mettre sur mon CV que j'ai participé à un projet avec le logiciel SAP. Donc renforcer sa professionnalité, c'est d'abord la renforcer au travail, par le travail. C'est ainsi qu'ils le voient. Et donc l'appui aux salariés, c'est d'abord, je dirais, de leur donner l'opportunité de renforcer leurs identités professionnelles, non pas par la formation, quand elle n'est là que pour construire finalement une reconnaissance à travers le diplôme, mais sans valeur professionnelle réelle, mais par le travail qu'on a réalisé, dont on peut parler et dont on peut parler à d'autres professionnels.